Jour J pour le second tour de la présidentielle au Niger. 7,4 millions d'électeurs sont attendus pour départager Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane. Les événements de Lekki sont encore vifs dans la mémoire des Nigérians. Ceux qui ont tiré sur des manifestants le 20 octobre dernier doivent en répondre, demandent des jeunes. Des morts, on en a compté ce jeudi au Gabon. À Libreville, 2 personnes sont tombées pendant des manifestations contre les mesures restrictives. Et voilà pour l'essentiel en titre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Qui de Mohamed Bazoum et Mahaman Ousmane succédera à Mahamadou Issoufou à la tête du Niger? Pour le compte du second tour, les bureaux de vote ont ouvert depuis 7h GMT, soit 8h, heure de Niamey, pour accueillir 7,4 millions d'électeurs. Un second tour qui se tient environ 2 mois après le premier. Le 27 décembre dernier, Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant, avait recueilli, selon les résultats officiels, 39,3% des voix. Et son challenger, Mahaman Ousmane, ancien président du pays entre 1993 et 1996, en a obtenu 17%. Ce qui se joue actuellement dans le pays est historique. Ce sera en effet la première alternance démocratique à la tête du Niger. Mahamadou Issoufou, le président sortant, en est fier. Il a exprimé après son vote ce matin. Suivons ensemble. L'alternance est en marche. L'alternance pacifique qui a manqué au Niger depuis des décennies va se réaliser. Et je suis fier. Je suis fier d'être le premier président démocratiquement élu de notre histoire à pouvoir passer le relais à un autre président démocratiquement élu. C'est un événement majeur dans la vie politique de notre pays. Je pense que le deuxième tour de l'élection présidentielle sera un scrutin libre et transparent. C'est dire que grâce à leur maturité politique, le Niger est classé en bonne place dans le concert des pays démocratiques. Au Nigeria, 4 mois après la répression de la manifestation EndSARS, les jeunes demandent que justice soit faite pour les victimes. Le 20 octobre dernier, les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants pacifiques au péage de Lekki à Lagos. Au moins 10 personnes ont été tuées, selon Amnesty International, bien que les autorités nient ce fait. Je cherchais à comprendre. Est-ce que cela peut être vrai? Est-ce qu'on est en guerre? Parce qu'on n'avait pas d'armes. Tout ce qu'on avait, c'était nos drapeaux nigérians et on chantait l'hymne national. Et ils tiraient et nous enfermaient à ce moment-là. Protester est un droit civil. Si je mets un gouvernement au pouvoir et qu'il ne me sert pas comme il se doit, j'ai le droit de dire « je ne suis pas contente ». On veut qu'on nous rende des comptes. Et c'est pourquoi les jeunes sont toujours en colère. Pour que le pays, à l'heure actuelle, puisse aller de l'avant, il faut que les événements au péage de Lekki soient examinés de manière approfondie, car s'ils ne sont pas examinés de manière approfondie, nous disons en fait aux Nigérians que n'importe qui peut commettre un meurtre et s'en tirer à bon compte. Les gens réclament toujours des réponses. Les gens essayent toujours de comprendre. Qui a ordonné la fusillade? Qui a demandé que cela soit fait? Qui a éteint les lumières et qui a fait cela? On trouve donc encore des gens qui, à la vue de la police nigériane, à la vue des militaires, se disent encore « Oh non, qu'ils ne viennent pas me chercher. Oh non, je n'ai rien fait de mal. » Je pense donc que cela existe encore aujourd'hui.
Au Mali, le Premier ministre Mokhtar Ouane a réitéré ce vendredi sa volonté de dialoguer avec les groupes djihadistes malgré les réticences de Paris. Il a également assuré de l'organisation l'an prochain des élections au cours de la cérémonie de présentation de son plan d'action. Les précisions. Le Premier ministre malien a réaffirmé devant le Conseil national de transition, qui fait office de parlement, l'engagement de son gouvernement à organiser, dans les délais convenus, des élections libres et transparentes. La première priorité du gouvernement reste toutefois le renforcement de la sécurité, qui passera notamment par une relecture de l'accord de paix de 2015 entre le gouvernement et les ex-rebelles indépendantistes du nord du pays, a dit le Premier ministre Mokhtar Ouane lors de la présentation de son plan d'action vendredi. Il a promis la dissolution effective des milices d'autodéfense qui alimentent de graves violences intercommunautaires, le recrutement de 25 000 militaires ou encore le déploiement de l'armée et des services de l'État partout dans le pays. Depuis 2017, de plus en plus de voix au Mali se lèvent pour appeler au dialogue avec nos frères qui ont rejoint les groupes radicaux. Il s'agit d'une demande maintes fois exprimée. En plus des élections, dont celle du président de la République et des députés, il a été décidé, conformément à l'axe de la feuille de route de la transition, d'adopter une nouvelle constitution par voie référendaire. Sous la pression internationale, les militaires qui ont renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar Keïta ont mis en place des organes de transition, la présidence, la primature, le gouvernement et l'organe législatif et se sont engagés à rendre sous 18 mois, soit début 2022, le pouvoir à des dirigeants civils élus. Mais l'emprise que les militaires exercent sur cette transition ainsi que l'ampleur de la tâche ont suscité des interrogations sur le respect de cette échéance. Des violences ont éclaté vendredi à Mogadiscio en marge d'une manifestation de l'opposition dans la capitale somalienne, placée sous haute surveillance par les forces de sécurité. Des échanges de tirs ont été enregistrés. Reportage. La Somalie devait tenir des élections avant le 8 février, date de la fin du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dit Famajo. Mais le pays n'est pas parvenu à organiser ce scrutin en raison de dissensions politiques. La tension accumulée ces derniers mois est depuis montée d'un cran. Une coalition de candidats de l'opposition jugeant depuis le 8 février dernier le président illégitime a appelé à partir de ce vendredi à des manifestations réclamant sa démission. Ce vendredi matin donc, un petit groupe de manifestants commençait à marcher sur la route, menant à l'aéroport lorsque les tirs ont éclaté. Des témoins, la police et des membres de l'opposition ont par ailleurs confirmé qu'un projectile explosif, dont la nature n'est pas encore déterminée, avait frappé une allée située vers l'entrée de l'enceinte de l'aéroport et abritant des petits restaurants et des échoppes. Les dirigeants de l'opposition ont organisé une conférence de presse dans la foulée de la fusillade qu'ils ont qualifiée de tentative d'assassinat. En début d'après-midi, toujours ce vendredi, le calme était revenu dans la capitale somalienne, bouclé par les forces de sécurité. Le gouvernement avait mis en garde la coalition de l'opposition, qui compte 2 anciens présidents, contre la tenue de ces manifestations, invoquant les risques liés au coronavirus. Une réunion était prévue ce vendredi à Mogadiscio entre le président Famajo et des responsables régionaux pour tenter de sortir de l'impasse. Dans la nuit de jeudi à vendredi, les 2 camps se sont mutuellement accusés d'avoir attaqué l'autre. En Algérie à présent, le journaliste et militant Khaled Drareni est arrivé chez ses parents après avoir été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Irak. Un total de plus de 30 détenus d'opinion. Le total a été remis en liberté dans le pays. Plus de 30 détenus d'opinion en Algérie, dont le journaliste et militant Khaled Drareni, ont été libérés ce vendredi à la faveur d'une grâce présidentielle accordée à 3 jours du 2e anniversaire du soulèvement populaire du Irak. À sa sortie de prison, Khaled Drareni a fait le vœu de la victoire avec les doigts, un signe qu'il a brandi ces dernières années face aux intimidations des autorités. Je veux juste remercier tous ceux qui se sont solidarisés avec moi, qui m'ont soutenu, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, parce que leur soutien n'a pas de prix. Merci à tous. On est très contents et très heureux et très soulagés surtout pour Khaled, pour ses parents, pour la liberté d'expression et tout, malgré tout en fait, parce que
en réalité, Khaled n'avait pas du tout sa place là où il était. Hein. Mais bon, alhamdoulilah, alhamdoulilah. La journée a été très longue et dure, mais on était prêt à attendre le temps qu'il faudra pourvu qu'il sorte pour là. Toute une année, on a espéré tous les jours son retour. L'annonce hier faite par le président de la République de libérer tous les détenus du Hirak. Donc cette information-là, on l'a attendue depuis hier soir. La nuit a été longue, la journée a été longue. Et alhamdoulilah, ça s'est terminé avec la bonne nouvelle, la libération enfin de Khaled et d'autres détenus, en attendant d'autres personnes de Hirak qui vont être libérées. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, Khaled Drareni a été condamné à 2 ans de prison en septembre dernier pour incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Sa condamnation avait suscité l'indignation en Algérie et à l'étranger. À Libreville, au Gabon, 2 hommes ont été tués par balle jeudi soir dans des manifestations contre les mesures restrictives de lutte contre la Covid-19. La police les accuse d'avoir violé le couvre-feu. Depuis quelques jours, des habitants de la capitale et d'autres grandes villes du Gabon bravaient le couvre-feu en tapant sur des casseroles et des bidons, mais jeudi soir, ces rassemblements sporadiques ont dégénéré en affrontement avec la police, a rapporté l'agence France Presse. Selon le chef de la police nationale, les personnes qui ont dressé les barricades ont accueilli les forces de l'ordre avec des jets de pierre, de cocktails Molotov ou de barres de fer. 2 hommes ont été blessés par balle et n'ont pu être sauvés malgré le transport à l'hôpital, a informé le procureur de la République de Libreville. Le Gabon a rallongé il y a une semaine son couvre-feu, le faisant commencer dès 18h au lieu de 20h et a interdit les entrées et sorties de la capitale vers les provinces afin d'enrayer une hausse inquiétante des cas de Covid-19. Les bars et les discothèques sont fermés depuis près d'1 an et même si un strict confinement lors de la première vague de Covid au printemps a été levé en mai 2020, des secteurs entiers de l'économie et surtout l'économie informelle dont vivent d'innombrables familles sont sinistrées, déclenchant ces récents mouvements de colère. Et ça va être tout pour ce journal déjà, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV.